Bonsoir chers amis. Alors l'intitulé, je crois, de cette réunion, c'est « Que se passe-t-il en Syrie ?» je crois, c'est ça. Alors moi je ne vous cache pas, ça fait une décennie que je n'ai pas mis les pieds en Syrie depuis que j'ai fait un film juste après l'invasion de l'Irak. C'était La Syrie dans la tempête, pour voir si vraiment les Américains allaient entrer en Syrie. C'était l'objet du film. Bon. Alors, je ne vais pas, ceci dit, je suis en contact avec la Syrie, différentes villes, des amis, parce que j'ai renseigné là-bas pas mal de temps dans ma jeunesse avant de venir en France. Donc, j'avais des informations de première main, honnêtement. Quand, par exemple, il y avait quelque chose à Alep, le nombre de morts, où ont éclaté les mortiers, voyez-vous. Voilà, mais moi, ce soir, je ne vais pas vous parler de cela, mais je vais vous parler que se passe-t-il en Syrie au niveau géostratégique. C'est-à-dire, il y a un fait syrien en géostratégie actuelle, et on peut essayer de le décoder. Alors, vous savez, en philosophie, pour mériter le nom de philosophe, il faut un minimum de cohérence. Sartre, on l'a nommé philosophe après l'être et le néant, parce qu'il proposait, soi-disant, n'est-ce pas, c'est très aussi contesté pour vous montrer que le critère de cohérence est très important, et il faudrait l'extrapoler dans tout domaine, et non seulement en philosophie. Quand vous parlez d'un système, la force d'un système, c'est sa cohérence. On ne peut pas avoir de système ou de grillage d'interprétation ou de lecture ou d'approche épistémologique, n'est-ce pas, sans qu'il y ait une cohérence. Sinon, on dit n'importe quoi, comme les mainstream auxquels... on peut voir aussi une cohérence légère chez eux. C'est la doxa imposée par le pouvoir ici en France. On reviendra. Donc, j'articulerai mon intervention sur les acteurs de ce jeu géostratégique et géopolitique qui se déroule sous nos yeux depuis le printemps arabe. Bon, je m'attarderai sur la Syrie. Alors, si mon discours vous paraît incohérent, ce qui est fort possible, dans ce cas-là, je vous demanderai, avec beaucoup de politesse et de gentillesse, de vous référer à une centaine de vidéos qui sont à mon actif ou à mon passif, je ne sais pas comment et qui traitent de tous ces problèmes-là. Et je suis sûr que vous allez voir que je m'étais rarement trompé sur les événements. J'anticipais toujours d'un train sur ce qui se racontait, honnêtement. Bon, alors, comme plan, on va commencer par les superpuissances. Les hyperpuissances qui jouent là-dedans, puis après voir les acteurs secondaires, c'est-à-dire l'Europe, qui est un acteur secondaire, ne nous cachons pas la face, même si dans les médias on montre que la France a reconnu l'opposition syrienne, c'était la première. Tout ça, ça ne trompe personne. Vous voyez. D'ailleurs, là, je me permettrai de donner un jugement. Le jour où le secret d'État sera levé sur cette guerre de Syrie, croyez-moi qu'il n'y aura pas de quoi être fier en évaluant la politique française et le rôle de la France dans tout ce dossier. C'est affreux. C'est affreux. Alors, vous savez que certains ont demandé la levée du secret d'État et qu'on ne peut pas, si vous voulez, continuer avec cette impunité. On doit être responsable. Par exemple, les célèbres déclarations à l'emporte-pièce de Fabius ou d'autres, ou le rôle caché, ou les contradictions, les mensonges qui ont éclaté. Mais avec tout cela, il n'y a jamais eu d'enquête. Ça a été déposé au Parlement, puis ça a été balayé d'un revers de main que c'est secret d'État. Alors n'attendez pas aujourd'hui, avec l'état d'urgence, qu'on lève le secret d'État pour vous parler des crimes éventuellement commis par
notre jeu diplomatique dans la région. Hein. Ouais. Alors, après les grandes superpuissances, je passerai aux acteurs régionaux, à savoir le Royaume saoudite et tout le conseil de coopération du Golfe, qui est dans le même panier, disons, et de l'autre côté, l'Iran, et pas uniquement l'Iran, je vous renvoie à mon concept de croissant chiite. C'est quelque chose que j'ai lancé il y a fort longtemps, avant le printemps arabe. C'était l'objet de ma première conférence à l'école de guerre en 2003. Qu'est-ce que le croissant chiite? Alors j'entends par là, en résumé, évidemment le rôle du Hezbollah, l'arrivée des alaouites, entre guillemets, au pouvoir, parce qu'ils ne sont pas que au pouvoir tout seuls. Il y a d'autres qui adhèrent à cette philosophie de croissant chiite. Et puis, pour après finir, si vous voulez, pour lire les derniers événements à la lumière de cette grille que je vous propose. Commençons par les États-Unis. Si vous avez suivi l'effondrement de l'Empire soviétique, tout de suite après, dans la presse arabe et même internationale, il y avait un ennemi désigné qui, petit à petit, apparaissait au grand jour, était montré du doigt. D'abord, c'était très discret. Puis petit à petit, tout le monde parlait de l'islam, pas islamiste, l'islam comme le nouvel ennemi après l'effondrement de l'Empire soviétique. Ça, je puis vous l'assurer. J'ai enseigné pendant 40 ans, je prenais des textes pour HEC et autres dans la presse arabe. On était étonnés de ces références à l'islam comme ennemi. Bon. Alors, de là, moi, je vous dirais, avec un raccourci, je ne pense pas que les États-Unis, le Pentagone, les néoconservateurs, toute la politique cachée, latente des États-Unis, soient stupides, bêtes, grossières. Pas du tout. Pas du tout. Ils savent ce qu'ils font, parce que suite à la déclaration que l'islam est l'ennemi après l'Empire soviétique, lisez vous-même qu'est-ce qui s'est passé dans le monde. Tout ce qui arrivait, il y avait l'islam derrière, les islamistes derrière. Est-ce que le 11 septembre est l'œuvre, comme on nous a dit, des Saoudiens et d'autres, ou tout simplement, vous savez, l'histoire nous dira la vérité. Pour le moment, il y a beaucoup de choses qui nous portent à croire que ça peut être monté de toutes pièces. Alors, on va me dire, Monsieur Tahan, arrêtez. Déjà, qu'on vous traite de complotiste. Alors là, à propos de complotiste, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Qu'est-ce qu'un complot? Est-ce que ça explique n'est pas un complot? Qu'est-ce que ça explique? Quand l'Angleterre et la France se sont partagés le Moyen-Orient en secret, avec un stylo bleu et un stylo rouge, et les Arabes vont le découvrir grâce à la révolution bolchevique. Un employé d'ambassade de je ne sais quel pays va montrer l'accord. S'il n'y avait pas eu cette révolution bolchevique, on n'aurait jamais peut-être su qu'est-ce qui s'était passé à Sykes-Picot, ou au moins ça l'aurait retardé. Donc, est-ce qu'il y a des complots? Bien sûr qu'il y a des complots. Pourquoi voulez-vous le... Alors, j'ajouterai un bémol à tout cela. C'est que souvent, comme il y a des constantes et des variables en géopolitique, les constantes, c'est justement la partie qui nous pousse à croire qu'il y a en fait quelque chose qui se trame, qui est ourdi dans le silence entre de grandes puissances en géopolitique pour changer une situation. Et là, on ne peut pas dire que l'Occident, depuis le mandat, depuis la Première Guerre mondiale, les accords de Saint-Rémy, de Versailles, tout ce que vous voulez, de Sèvres, tout, n'ont pas subi cette histoire de constante et de variable. Donc, si j'ai une constante
et qu'un événement arrive, en fonction de ma constante, cette variable me fait poursuivre mon idée. Et c'est là où le commun des mortels dit, ben voyez, c'est un complot. Et il n'a pas tort. Hein. Alors la Syrie a été dans le collimateur de l'Occident depuis le début. Hein. Pourquoi ? Parce que le mandat français a été mal digéré par les Syriens. Vous voyez ? Et là, vous pouvez lire, hein, il y a une immense littérature. La Syrie est l'ombre d'elle-même, même dans ses frontières avant le printemps arabe. Je ne vais pas me répéter que tout le nord, le sud de la Turquie était syrien dans le premier partage. Mossoul, c'était également syrien, c'était dans la partie bleue. Ça a été cédé aux Britanniques pour avoir, bon, je me répète, 24,5% du pétrole irakien au bénéfice de la France. Bon, je reviens aux États-Unis. Donc, à mon sens, les États-Unis, après l'effondrement de l'Empire soviétique, ont senti qu'il y avait des souverainetés financières qui pouvaient leur nuire, mais d'une manière radicale. Qui sont ces souverainetés financières? Avant, n'est-ce pas, la crise du pétrole, que le pétrole va s'envoler jusqu'à $140. Ce sont évidemment le Royaume saoudite et les pays du Golfe et tous les pays qui exportaient du pétrole. Or, comme il se trouve, réfléchissez avec moi, qui sont les grands producteurs du pétrole aujourd'hui? La Russie, ou de l'énergie, pétrole, gaz. La Russie, l'Algérie, le Venezuela et l'Iran. Et comme par hasard, les 4 pays que j'ai cités, évidemment, il y a les pays du Golfe, ça c'est évident, mais on oublie. Si vous prenez ces 4 pays, vous vous rendrez compte qu'ils s'opposent à la politique américaine à tout niveau. On parlera d'ailleurs même des finances. C'est-à-dire, si vous touchez au prix du pétrole ou vous créez une monnaie autre que le dollar pour acheter du pétrole, vous mettez en cause la suprématie des États-Unis. Saddam Hussein l'a essayé. Quelques semaines après, il était rasé de la carte. Vous voyez ? Kadhafi aussi voulait frapper un dinar africain d'or. Bon, je vous dirais là, si Daesh n'avait pas commis toutes ces atrocités, honnêtement, si on avait vu un mouvement islamiste qui revendiquait le califat et qui rétablissait un islam peut-être pur et dur, mais juste, qui ne persécute pas les chrétiens, ni les yézidis, qui ne viole pas, qui ne décapite pas, qui n'a pas cette... Mais vous savez, le dinar de Bagdadi qu'il a frappé serait entré en concurrence avec le dollar. Parce qu'on oublie quelque chose quand on aborde l'islam. C'est que l'islam a une vocation universelle. Et l'universalité de l'islam est plantée dans le cœur de tout musulman, de la rue ou d'Octe, ou pour lui, il fait du bien quand il répand, tout comme les chrétiens quand ils cherchent à évangéliser. Vous voyez, alors, donc, pour cela, à mon avis, les Américains, avec ce printemps arabe, ils avaient déjà commencé le boulot, entre guillemets, en détruisant l'Irak. Parce que là aussi, il y a une connivence entre les intérêts d'Israël et les États-Unis. Comme on dit, Israël est le, je ne sais, énième département des États-Unis. Il faut ajouter une étoile au drapeau. C'est dans la littérature populaire arabe. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais ça veut tout dire. Donc, les Américains, vous vous souvenez à l'époque de la guerre du Golfe, quand ils parlaient du domino, l'effet domino, que si on détruit l'Irak, alors qu'il n'y avait aucune raison de détruire l'Irak entre nous. D'ailleurs, tout ça, c'était un complot, oui, quand ils ont poussé Saddam à aller au Koweït. Vous vous souvenez de l'ambassadrice qui lui disait que la sécurité des États-Unis n'était pas liée au Koweït, c'est-à-dire mon coco, vas-y. Puis une fois qu'il est entré,
Le pauvre, je dis le pauvre, bon, il était mal conseillé. Ben on l'a, vous connaissez la triste histoire. Et en s'attaquant à l'Irak, ils se sont dit, ça va faire tache d'huile hein, dans le Golfe, c'est le cas de le dire, et l'Iran va s'effondrer, la Syrie. C'est pour cela que j'étais en 2003, juste après l'invasion de l'Irak, voir est-ce que vraiment la Syrie résisterait à un éventuel projet d'invasion de la Syrie. Parce qu'ils discutaient aux États-Unis. Alors vous me dites, mais M. Tahan, vous parlez aux États-Unis comme si vous aviez une petite piole à la Maison-Blanche. Alors je vous dis, pas du tout. Hein. Moi, je procède par intuition et connaissance de l'histoire de la région, et je m'intéresse à cela depuis ma plus tendre enfance. Je vous dirais par exemple que quand Chypre a été envahi par les Turcs, c'était l'œuvre de Kissinger. C'était pour préparer la guerre civile du Liban, allumer la mèche d'une guerre confessionnelle. Ça, je l'avais dit dans un tract, vous voyez, je suis un ancien qui distribue des tracts. En 1974, j'étais président de l'Union des étudiants syriens à Paris, rue du Sommerard. Et j'avais sorti ce tract que, attention, on va avoir une guerre civile au Liban. Malheureusement, ce tract, je ne l'ai plus. Pour vous dire que c'est que la politique américaine, qu'elle passe des républicains aux démocrates, il y a des constantes. Et là, la constante, il faut détruire l'islam de l'intérieur. On arrive aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ont compris, les Américains, après la guerre d'Irak, tant de morts, de dépenses. À quoi ça sert d'envoyer des troupes? Essayons d'armer ces gens-là et que, comme dit le proverbe anglais, que la vipère se mord de la queue. C'est-à-dire, il faut que des musulmans massacrent des musulmans dans des guerres sans fin, en prétextant soit des raisons théologiques, soit des raisons sociales, tout ce que vous voulez. Et ils y sont, hein. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Chiites, sunnites, vous voyez. Dès que j'ai parlé, moi, de croissance chiite, ça a été, honnêtement, hein, repris dans la presse arabe. Moi, je l'avais dit sur LCI en 2003, hein, dans plusieurs émissions. Et c'est le roi de Jordanie qui a parlé de croissance chiite juste après, qu'il était entouré, puis ça a fait tache d'huile, le danger chiite. De toute manière, on n'avait pas besoin. L'antagonisme chiite-sunnite remonte à 13 siècles. Vous voyez, c'est pas... Alors là, on y est. Hein. C'est une guerre entre chiites et sunnites. Alors, donc les Américains... J'ajoute des choses que je n'ai jamais dites dans la presse, parce que vous savez, j'en ai été exclu depuis pas mal de temps, depuis début 2013, où BFM m'a interviewé m'a demandé de commenter le discours de Bachar el-Assad. Ils sont venus chez moi, ils m'ont filmé, et j'ai dit ce que je pensais, et j'ai ajouté qu'il parlait bien, qu'il avait une très bonne rhétorique, et qu'il avait raison, et que... Par contre, il faut que Fabius mette de l'eau dans son vin, parce que continuer à dire, parce que juste quelques mois avant, à Marrakech, il avait dit sa célèbre phrase, les Al-Nusra fait du bon boulot. Que c'était honteux, on peut pas, il faut qu'il change, c'était gentil même. Mais depuis, ça y est, j'en suis exclu. On m'a invité pour des bricoles, puis plus jamais ça fait des... Enfin, ça mériterait le sujet, une autre intervention sur l'exclusion pratiquée par les mainstream sur les médias de l'alternance, hein, les médias parallèles, je dirais. C'est pour cela que je continue à lutter avec des gens comme vous, ceux qui sont là, le Cercle des volontaires, Info Libre et d'autres, tout simplement. C'est gratuit, je donne mes analyses. Voilà. Donc, revenons à la politique des États-Unis. Au début, ce que je voulais dire, les États-Unis ont eu peur du printemps arabe alors qu'ils le manipulaient quand le Bahreïn s'est allumé. Le Bahreïn est le verrou du Golfe. Si le Bahreïn avait sauté, un vrai printemps arabe, c'était les pays de coopération qui allaient être affectés. Et ça, les Américains, en aucun cas, à ce moment-là, ne pouvaient le tolérer. Donc,
ils ont poussé les pays du Golfe, le Qatar, le Royaume saoudite, les Émirats, à aider des islamistes en Syrie pour vraiment montrer que le problème n'était pas le Golfe, c'était la Syrie. Comme si les démocraties du Golfe étaient plus démocrates que la Syrie. C'est à mourir de rire, avouez. La Syrie a un parlement, elle a tout, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, qu'il y a de la corruption, mais ici on n'a pas de la corruption, même dans les plus grandes démocraties, il y a de la corruption. Regardez la deuxième élection de Bush, comment ils ont compté les voix, c'est à mourir de rire. Bref. Mais la Syrie représente un bastion de pensée politique, de contestation. Toute son histoire contemporaine le prouve. Et nous, Français, on y est pour beaucoup. Quand j'étais président de l'Union des étudiants en 1974, j'avais fouillé à la BN, tout ça. J'ai trouvé une première réunion en 1911 des étudiants arabes qui se réunissaient à Paris et qui sortaient un communiqué pour être indépendants de l'Empire ottoman. Ça m'a fait chaud au cœur. Puis après, vous savez, le bas assyrien est un peu le personnalisme d'Emmanuel Mounier, revu et corrigé par un chrétien orthodoxe de Damas qui, n'étant pas turc et n'étant pas musulman, jouait la carte de l'arabité laïque. Ça, c'est très important. Or, nous, on oublie tout ça, les Français, comme si la Syrie était un pays ennemi. Et c'est toujours, vous voyez, la Syrie, à chaque fois, par exemple, dans la première guerre d'Irak, moi, j'enseignais dans des écoles du ministère de la Défense. Mais vous savez, je n'ai pas le physique d'un arabe. Voilà, alors on disait parfois des choses. Ah, mais il faut qu'on ait la Syrie quand même. C'est l'occasion de la coincer. J'étais un peu mal à l'aise. Je dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle vous a fait, la Syrie, hein? Mais c'est toujours... Hein. Ah oui, parce que vous savez, Hafez al-Assad avait envoyé des légions pour libérer le Koweït. Alors là, tout ce que souhaitaient certains chefs militaires en France, c'est que Assad se range du côté de Saddam pour raser la Syrie déjà. Et on me dit, il n'y a pas de complot. Il y a des constantes et des variables. La Syrie est dans le collimateur depuis le début du siècle, avec sa politique. Voyez, bon. Alors, voilà le rôle, si vous voulez. Eh bien, dis donc, tel que je suis parti. Alors. Donc, alors la Russie, brièvement, alors bon, pour le rôle de la France, mais c'est bien que j'ai insisté sur le rôle des États-Unis. Je crois on voit vraiment où on va aller. Hein. Alors, maintenant, très brièvement, hein, parce que j'ai l'habitude de parler, vous savez, je suis oriental. Hein. La causerie est quelque chose de très normal. Voilà. Alors, je voulais dire qu'actuellement, au niveau géopolitique et géostratégique, les Américains ont essayé de damer le pion aux Russes, puisque la Russie s'est imposée d'une manière magistrale. Avouez que Poutine était l'homme de l'année. Hein. Il a monté une base, hein, les autres, l'eau est passée sous leurs pieds, ils se sont rendus compte de rien. Il a envoyé des bombardiers stratégiques, des missiles de croisière, ces avions les plus modernes qui échappent au radar. Il a envoyé... Et nous, on se demandait, mais que veulent les Russes? Et là, c'est grâce à mon ami Raphaël qui m'avait interviewé. Je n'ai pas non plus de piole au Kremlin. Mais c'est par intuition. J'ai dit, là, Poutine ne laissera pas passer l'occasion pour s'affirmer parce qu'effectivement, il sentait qu'on allait balayer Assad. Et après, les déclarations imprudentes de l'Élysée. Quand vous vous souvenez, on a parlé de liquidation à propos d'Assad, c'est-à-dire on peut le liquider physiquement. Hein. C'est 2 jours après que Poutine était là-bas déjà avec ses avions. Bref, mais ce n'est pas à cause de cela. Nous, on ne compte pas dans la balance, les Français. Mais enfin, on a peut-être pensé trop fort. Il ne fallait pas. Il faut être plus diplomate que ça. Je passe. Donc, ils vont damer le pion en essayant d'aider les Kurdes, en se disant, on a une partie de la Syrie, hein, ça va être pour les négociations. Et en même temps, si Daesh, on décapite les chefs radicaux,
on va peut-être créer un nouveau pays à cheval entre l'Irak et la Syrie, qui est ce qu'occupe Daesh. Vous voyez? Et peut-être, on donnerait ça au roi de Jordanie. Il est sunnite, ses parents, cousins, ont gouverné l'Irak, vous vous souvenez? Enfin, il faut connaître l'histoire de la région, n'est-ce pas? Et c'est le 14 juillet qu'ils se sont révoltés, ils ont zigouillé le roi Hachémite, qui était un des cousins de l'ancêtre du roi de Jordanie, hein, un rappel historique. Et les Russes, donc, auraient la côte, un pays alaouite, entre guillemets, alaouite, vous savez, les alaouites comptent 2 millions. Aujourd'hui, sur la côte, il y a au moins de 8 à 9 millions, avec chrétiens, sunnites, qui se sont réfugiés et qui... Alors, là, permettez-moi un peu d'écorcher la télé française qui raconte des conneries, passez-moi le terme, la Syrie utile. Mais vous vous rendez compte, la Syrie utile, des éditorialistes qui vous parlent qu'Assad et les Russes conservent la Syrie utile, la côte. Et le pétrole syrien qui est de l'autre côté, c'est pas utile. C'est à Daesh, à la Turquie. C'est pas utile. L'eau que vous avez donnée dans nos territoires aux Turcs après la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas utile. Les sites archéologiques qui font une des premières ressources du pays, c'est pas utile. C'est pas sur la côte. Évidemment, il y a des sites archéologiques. Vous voyez, mais on nous prend toujours pour des incultes à la télé. La Syrie utile, et tout le monde, hein? La Syrie utile. On veut conserver la... Mais expliquez-moi, qu'est-ce que la Syrie utile avant de dire n'importe quoi, hein? Donc, alors, reste quoi? Reste donc, on a une vision tripartite. Les Kurdes, peut-être, on va, hein? C'est les Américains, et là, les Russes leur ont coupé aussi l'herbe sous le pied. Ils interviennent du côté kurde, et ils ont nommé Saleh Moussalem, n'est-ce pas, aux négociations de Genève pour répondre que nous, on est là, vous n'aurez pas cette zone. Vous voyez? Donc, tout le jeu se fait maintenant. Alors, il faut que je termine. C'est dommage, hein? Moi, je ne sais pas parler avec concision. Enfin, si, mais il faut expliquer les choses, quoi, normalement. Alors là, donc, les avions qui vont bombarder Zarma, comme on dit dans ma banlieue, Daesh, en fait, il y a de fortes chances qu'ils soient utilisés pour bombarder le Yémen. Ça, personne ne vous le dit. Moi, je vous le dis. Parce que, vu que le royaume saoudite est à court de munitions, hein, et que, alors on ne sait pas ce qui se passe, toute cette flotte aérienne qui bombarde, hein, alors, pour terminer, je vous dirai, cette guerre secrète du pétrole, de baisser les prix pour asphyxier les pays que j'ai cités, va perdurer jusqu'au moment où les Américains vont décider, hein, à la lumière de l'évolution des choses, que comme ils ont commencé déjà à lâcher le royaume saoudite, ça va continuer. Alors, peut-être qu'ils vont utiliser le Yémen, n'est-ce pas, pour bombarder des installations pétrolières en Arabie. Du coup, le pétrole va monter. Déjà, le royaume saoudite s'est dépêché d'envoyer des négociateurs avec la Russie pour étudier le prix du pétrole. En vous parlant de tout ça, justement, c'est vraiment ce qui se passe en Syrie. Tout ça est très lié. La guerre du Yémen, le prix du pétrole. Alors, si vous êtes boursicoteur, attendez, la bourse va connaître un mini-crack. C'est prévu, sûrement, avec cette baisse, parce que ça fait un appel d'air. Dans le système capitaliste, c'est tout à fait normal qu'on ait des cracks. Ça permet de mélanger les cartes, de battre les cartes. Excusez-moi, je traduis de l'arabe. Et puis, ça repart. Alors, sûrement, le pétrole va repartir. Alors, ce qui est le plus dangereux dans tout cela, c'est qu'à la tête du royaume saoudite et du Qatar, on a des mégalos. C'est des gens qui, maintenant, on les arme. On leur dit, vous voyez, vous avez des avions, vous avez été bombardés en Libye, Qatari, vous pouvez maintenant. Et je crois que dans le scénario américain, le jour où
il faudra opposer tous ces gens-là entre eux. Et ils le feront, d'une part. S'il faut geler les avoirs de tous ces pays-là en Occident, comme ils ont fait avec l'Iran, dites-moi, l'argent de Kadhafi, les milliards, il est où cet argent? Merci, excusez-moi d'avoir été trop long. Voilà, merci beaucoup.